Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Bonjour et bienvenue à cette autre émission de Dans mon salon. Aujourd'hui, j'ai vraiment un invité très spécial et même que je dois dire, là, sans qu'il m'écoute, je suis un peu stressée de le recevoir. C'est un homme d'opinion qui n'a pas peur de parler de ses opinions. C'est un homme droit. C'est un homme qui croit au pouvoir des citoyens dans le merveilleux monde de la politique. Et tout d'abord, il a été prêtre. Par la suite, il deviendra écologiste et militant environnementaliste. Il sera aussi le cofondateur de l'Union paysanne. Il se démarque aussi par ses nombreux ouvrages, dont Deux prêtres en colère pour la libération des chrétiens et Le citoyen, qu'est-ce que vous en faites? Constituer le Québec, piste de solution pour une véritable démocratie. Et j'en passe parce qu'il y en a beaucoup écrit des ouvrages. Donc, je reçois Roméo Bouchard. Bonjour! Bonjour! Je suis très contente que vous ayez accepté mon invitation parce que dans cette émission, on se livre. On veut connaître un peu votre parcours de vie pour savoir un peu pourquoi vous êtes l'homme que vous êtes maintenant, en 2017. Donc, on va commencer, Roméo, par votre enfance. Vous êtes né où? Moi, je suis né au Lac-Saint-Jean, tout à fait au nord du Lac-Saint-Jean, dans un rang du village de Normandin, sur une ferme qui était à peine la moitié défrichée quand je suis venu au monde. Et quand j'ai quitté, j'avais 18 ans, mon père venait de décéder et on venait de défricher le dernier morceau de la ferme. C'était les fermes familiales d'autosuffisance de l'époque. Je suis né en 1936, moi, là. La première année de la première élection de Duplessis. Oui, je ne connais pas cette époque, je suis née quelques années après. Ah non, j'ai traversé là, beaucoup d'époques antérieures à celles qui sont contemporaines, disons. Vous êtes une famille de combien? On est 8 vivants. Je suis le plus vieux parce que le vrai plus vieux est décédé à la naissance. Beaucoup de filles, il y en a à la suite de moi. De sorte que je dis souvent que j'ai été élevé par les femmes. Dans un monde féminin. Mes parents, quand ils se sont mariés, restaient avec les grands-parents. Il y avait 13 personnes dans la maison. Il y avait des garçons qui n'étaient pas encore mariés, des filles. Il y avait des neveux, des nièces que ma grand-mère élevait. Enfin, c'était vraiment la grosse maisonnée d'autrefois. Il y avait beaucoup de monde. Les hommes travaillaient à l'extérieur souvent pour amener le pain sur la table. Le pain, puis les femmes s'occupaient des enfants, puis s'occupaient de la maison. Et ensuite, quand je suis allé à l'école, ben c'était l'école de rang, avec une maîtresse d'école qui faisait les 7 divisions. Alors, ces maîtresses-là, c'était des vraies mères de famille, tu sais. Donc, on était pris encore en charge par une mère, par une femme. Et quand je suis tombé après au collège et au collège classique au séminaire de Chicoutimi, là, j'ai eu vraiment un choc parce que là, j'ai tombé dans un monde d'hommes et d'hommes, des prêtres, des curés, des frères, des gens qui n'avaient pas de famille, qui n'avaient pas de femmes, qui étaient des célibataires frustrés très souvent. Alors, un monde très dur, très méchant. Pour moi, ça a été très dur, le passage de mon enfance dans ce monde-là où les femmes prenaient soin des enfants avec beaucoup d'attention. Ma grand-mère était magnifique. Hein? Alors, ça a été un dur choc d'entrer dans ce monde-là, d'autant plus que, comme on venait des rangs, les enfants des rangs autrefois, même par rapport à ceux du village, on était des espèces de colons, d'habitants, là,
et on faisait rire de nous autres. L'intimidation était très forte envers les... Fait qu'on voit que ça n'a pas changé, là. L'intimidation, ça a toujours lieu? Ça s'est déplacé un peu parce que les structures sociales ne sont pas les mêmes, mais ça a toujours été. Les jeunes, les adolescents ont toujours été méchants. Mais là, vous parlez que c'est un monde quand même sévère. Vous n'avez pas vraiment aimé la transition avec ces prêtres-là, mais vous êtes devenu prêtre. Oui, parce qu'à l'époque... C'était la mode. C'était à la mode. Disons que tout le monde n'avait pas le goût de devenir prêtre quand même. Mais ceux qui avaient une tendance sociale, qui voulait faire un travail social, qui avait le goût d'exercer un certain leadership et tout ça, c'est sûr qu'à ce moment-là, les professions religieuses étaient les seules. Tu sais, parce que tout l'enseignement, tout le service social, s'occuper des vieux, s'occuper des malades, tout ça, c'était tous les religieux qui faisaient ça, tu sais. Alors, à part ça, il y avait des médecins, des notaires, des avocats. C'est tout, tu sais. Il n'y en avait pas. Toutes les professions sociales d'aujourd'hui n'existaient pas. Alors, quand on avait un tempérament altruiste, puis une volonté d'engagement naturel, ce qui était mon cas. Moi, j'ai toujours été très... il y avait beaucoup d'enfants dans le rang où j'étais, puis autour de chez moi, et on était une véritable tribu d'une 20-25 enfants là, qui vivaient librement, très librement, parce que nos parents nous laissaient faire. On allait dans le bois, on allait jouer à la rivière, on allait partout, tu sais. Donc, c'est un monde qui a beaucoup changé. Mais est-ce que, si on compare avec maintenant, est-ce que vous pensez que c'était mieux dans le temps au niveau de la... Oui, moi, honnêtement, je considère que l'équilibre qu'on avait là, la liberté, la vie en lien avec la nature, la vie familiale telle qu'elle était... c'était pas parfait, c'est évident, puis on était pauvres, on n'avait rien, tu sais. Ouais. Mais on mangeait, tu sais, on avait ce qu'il fallait. Nos parents, la ferme fournissait ce dont vous aviez besoin. Essentiel. Oui. Les mères tricotaient, faisaient des tissus. Alors, dans ce sens-là, il y avait un équilibre physique beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. Puis on était finalement en santé, puis on était moins protégés qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les enfants sont surprotégés, ils ont tout pour les aider, etc. Là, il y avait une sorte d'initiative qu'on devait prendre. Puis on peut dire aussi qu'il débrouillardise. Il était moins matérialiste aussi. Hein. Dans le temps, on change un peu notre la consommation n'existait pas. Là. On achetait très, très peu de choses. Moi, en plus, j'ai assez jeune, donc je suis né en 36, la guerre est arrivée en 39-45. Là, j'avais déjà en 45, j'avais 9 ans, tu sais. Les dernières années de la guerre, je m'en souviens très, très bien, les avions qui nous passaient sur la tête et tout. Et alors, le rationnement, donc on a connu, en plus, tous les rationnements de la guerre, tu sais. Et là, lorsque vous étiez... Combien de temps vous avez été prêtre dans votre vie? Alors, je suis entré en communauté chez les Oblats à 18 ans. À 18 ans? Et j'ai quitté à 26 ans. Et qu'est-ce qui a fait que vous... J'ai été 13 ans, on peut dire. Mais je suis rentré au noviciat, donc dans les ordres proprement dit, là, à 19 ans. À 18 ans, j'ai été ordonné prêtre à 26 ans. Et qu'est-ce qui a fait? Et j'ai été prêtre pendant 5 ans. Mais pourquoi vous avez lancé votre tunique et votre croix? Voyez-vous, j'ai été ordonné prêtre en 1962. En 1962, je suis arrivé comme enseignant au Collège de Jonquière, jeune prêtre. Et c'était la Révolution tranquille. C'est le moment où on remettait vraiment toute l'emprise de la religion
sur les esprits, puis sur les familles, puis la société, tu sais. Donc, j'ai vécu ça avec les étudiants dans un collège qui était très progressif. C'est un des premiers collèges qui a accepté des professeurs laïcs, puis le collège de Jonquière, ça a été connu à l'époque comme un des plus progressifs, tu sais. Un des plus laïques, c'est laïcisé le plus vite. Alors, c'est sûr qu'avec les étudiants, j'ai dû évoluer très, très vite, tu sais. Ce sont les étudiants qui m'ont laïcisé, tu sais. Hey, c'est intéressant, ça. Tout à fait, tu sais, parce que finalement, on était très près des étudiants. On n'avait pas une culture d'enseignant là, distant puis autoritaire. C'était vraiment quelque chose de très, très proche avec les étudiants. Et j'ai vécu beaucoup d'engagement social. J'ai commencé l'engagement social et politique avec les étudiants, d'ailleurs. Certains étudiants qui m'ont amené à l'engagement social dans des manifestations, puis etc., qu'ils organisaient. Alors, c'est un peu les étudiants qui ont fait ma formation. Bien, c'est intéressant parce que d'habitude, c'est supposé être le contraire, hein? Ouais. Mais là, c'était... Vous êtes fait avoir un Même peu. au niveau du contenu de l'enseignement, parce que j'enseignais en philosophie, en sciences religieuses. Et la première année en philosophie, à l'époque, on avait c'était sous contrôle de l'Université Laval, et on avait des manuels qui s'inspiraient de la philosophie de saint Thomas d'Aquin, puis d'Aristote. C'était d'une aridité totale. Et la première année que j'ai enseigné ça, avec des grands étudiants qui avaient 20 ans, entre autres, il y avait là-dedans, il y avait Gérard Bouchard, le frère de Lucien Bouchard, etc., qui était dans mes cours, puis tout. Bon, mais j'ai vu que ça les intéressait pas, c'est évident, mais il fallait le faire parce que l'examen de l'université était sur ces matières-là. Mais dès les premières vacances, je suis retourné dans un de nos collèges au Blas où il y avait une bonne bibliothèque. Et là, j'ai lu tous les philosophes existentialistes, Camus, Sartre, Kierkegaard, Gide, etc. Et j'ai dit, là, on va faire le manuel au plus vite. Et après, on va parler des philosophes à la mode, tu sais, que les étudiants veulent entendre, dont les étudiants veulent entendre parler. Et à partir de ce moment-là, là, il y a eu une communication et un dialogue très, très intéressant avec les étudiants. Mais c'est toujours les étudiants qui m'ont amené sur les terrains humanistes, sociaux, politiques, économiques. Mais le fait que vous décidiez de ne plus être prêtre, on dit défroquer, là. Oui. Mais ça voulait dire que vous n'étiez plus un enseignant. Oui, bien, c'était ça le problème. Ça a changé beaucoup dans les années qui ont suivi, mais moi et mon confrère avec lesquels, quand on a quitté tous les deux ensemble et qu'on a écrit... Le livre « Deux prêtres en colère pour la libération des chrétiens ». On était un peu les premiers. Et à ce moment-là, c'est évident qu'un défroqué, même si on avait fait les choses finalement en règle, on avait demandé et obtenu du pape la laïcisation. Donc, théoriquement, on était dans les règles. Ça s'était fait dans les règles. Mais les collèges n'engageaient pas un défroqué. Non, c'est un peu mal vu. Et moi, ben, j'avais pas d'autre métier, quoi. J'avais juste ça comme métier. Alors, j'ai pas eu le choix, à ce moment-là, de retourner étudier puis de me refaire une nouvelle carrière. Vous réorientez. Alors, j'ai étudié un peu en histoire d'abord et je suis allé en sciences politiques à Montréal. Et là, j'ai eu ma maîtrise en sciences politiques. Alors, après ça, là, je suis allé dans le journaliste. J'ai enseigné à l'Université du Québec à Montréal au début. Et la roue a continué. Et vous étiez quand même impliqué, hein, à Montréal? Là, vous avez beaucoup. Les années à Montréal, je suis tombé dans la période vraiment où tout explosait, littéralement. Montréal, les bombes du FLQ, l'Expo 67, l'octobre, les événements d'octobre, les grandes grèves de la police, les manifestations. Ah non, j'ai vraiment... D'ailleurs, j'avais choisi d'aller à Montréal plutôt qu'à Québec, précisément pour
me confronter vraiment aux événements là où ça se passait pour vrai. T'sais. Je me disais, c'est bien beau, là, on a l'impression qu'on est brave à Jonquière, mais quand on va arriver à Montréal, peut-être qu'on ne passera pas la rampe, là, on va faire rire de nous autres. Alors là, je m'essaye en plein dans la fosse au lion. Dans la tempête. Dans la tempête. Et ça a fonctionné très rapidement. Oui? Vous avez été combien d'années à Montréal? J'ai été 8 ans à Montréal. 8 ans à Montréal. Jusqu'en 75. De 67 à 75. Et qu'est-ce qui s'est passé en 75 pour que vous décidiez de quitter la grande ville? C'est-à-dire après, tu sais, moi, j'ai vécu un peu toutes les occupations des universités, puis tout ça, les mouvements étudiants en 68, puis ensuite les événements d'octobre. Et là, le journaliste que je faisais dans le Quartier latin, le journal des étudiants, dont on avait fait un magazine national qui allait dans toutes les écoles et tout ça, on a fini par se faire mettre dehors, évidemment, là, par les directions étudiantes. Et puis, on a travaillé à ce moment-là à la fin de cette période-là, de l'année 1970, est arrivé au Québec tout le mouvement de la contre-culture, c'est-à-dire la drogue, la musique, le rock'n'roll, les hippies, la contre-culture, le retour à la terre. Et il y a eu au Québec un mélange du mouvement contre-culturel avec le mouvement politique indépendantiste qui est particulier parce que c'est le seul endroit en Amérique où ça s'est passé comme ça, où l'aspect politique s'est mélangé avec l'aspect contre-culturel, de sorte que ça n'a jamais été... Les hippies au Québec ont toujours été en même temps très nationalistes, dans le fond, tu sais. Oui, tout à fait. Et un peu comme aux États-Unis, le mouvement hippie était un peu jumelé avec la lutte contre la guerre au Vietnam, tu sais, qui était un dossier politique majeur, tu sais. Alors, on a travaillé avec les syndicats et dans toutes sortes de mouvements sociaux de 70 à 75, mais il y avait tout ce courant-là qui, moi, m'a marqué beaucoup, tu sais, parce que c'était un courant qui me ramenait beaucoup à mes origines, dans le fond. Tu sais, j'ai vécu dans la nature, j'ai vécu dans l'autosuffisance. Donc, mon rêve était de retourner, finalement, sur la Terre. Ce que j'ai fait en 1975. J'ai finalement acheté une terre ici à Saint-Germain-de-Kamouraska. Et dès que j'ai mis le pied là, le premier matin que j'ai déménagé là, que j'ai retrouvé dans la cour les mêmes mauvaises herbes que dans la cour où j'avais été élevé et tout ça, je me suis dit, bon, là, je suis à ma place. J'ai comme bouclé la boucle là, de... Mais est-ce que vous étiez un peu fatigué aussi de toujours prendre position, de toujours être un peu sur le premier rang? Je ne voulais pas passer ma vie en ville. Non, j'ai toujours aimé l'action qu'on a fait à Montréal. J'ai toujours... mais je trouvais lourd toutes les exigences de déplacement à Montréal. Tu sais, je travaillais beaucoup... On imprimait, je faisais du journalisme à la pige, donc j'avais beaucoup à me déplacer. Je travaillais avec un graphiste. On allait faire imprimer des travaux à l'imprimerie. Donc c'était beaucoup de déplacements, de sorte que sur une journée, on passait peut-être le tiers de notre temps à se déplacer. Tu sais. Je me disais, ça, je ne passerais pas ma vie à faire ça, tu sais, il me semble. Mais là, vous êtes déménagé à Saint-Germain. Mais avant de parler de Saint-Germain puis les actions que vous avez posées, si on parlait un petit peu d'amour, est-ce que vous aviez une copine, une femme, des enfants à Montréal? Qu'est-ce qui s'est passé côté amour? Oui, ça, c'est une autre trajectoire qui n'est pas simple. Surtout quand on a été curé, qu'on est un peu en retard sur Ben oui, c'est ça, hein? Sur le calendrier biologique. Alors, non, moi, je n'ai pas quitté le sacerdoce pour des raisons de sexe puis de femme. Oh, moi, je voulais pas parler de sexe, si vous voulez. Des raisons beaucoup plus idéologiques, théologiques et humaines. Okay. Par contre, j'avais rencontré des filles qui m'intéressaient quand j'étais là. Et après, j'ai vécu effectivement à Montréal
dès la première année après que j'ai eu quitté, avec une femme pendant 5 ans. Votre premier amour, on peut-tu dire Oui, ça? on peut dire ça, oui. 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 Il y en a eu des plus jeunes quand j'étais à l'école, à la petite école et des choses comme ça, là, mais on ne parle pas de ça. Et puis, quand j'ai quitté pour venir en campagne, à Saint-Germain, j'ai tout quitté. Okay. J'ai quitté cette femme-là avec qui j'étais. J'ai quitté mon métier de journaliste. J'ai tout laissé là-bas. Tout derrière vous. Je suis arrivé avec ma chemise et mes salopettes uniquement. Et vos cheveux longs, j'imagine? Oui, très, 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 très long à l'époque, bien sûr. Et par la suite, vous vous êtes installé à Saint-Germain et vous avez continué, bon, l'agriculture de bêtes, hein? C'est-à-dire on est arrivé là. Moi, c'était clair qu'on allait faire de l'agriculture d'autosuffisance. Comment tout ça allait s'organiser, ça s'était fait assez vite. On s'était mis un groupe de 5 pour pouvoir acheter la ferme. Ah, OK, vous étiez avec on d'autres était une personnes. commune, en Une principe. commune, en quoi? Mais là, la commune n'a pas duré longtemps. À un moment donné, le vieux monsieur qui m'avait vendu la ferme est arrivé chez nous, puis est arrivé là, puis il a dit « Bon, j'ai ramassé une vache, là, ça vous intéresse-tu? » Alors, moi, j'ai dit « Ça m'intéresse. » Je connaissais ça, j'ai trait les vaches pendant toute mon enfance. Mais alors là, les autres ont dit, ben là, ça va faire, il faut prendre le temps d'arriver, on va pas commencer à traire les vaches, etc. Ben, j'ai dit, moi, m'en occuper, moi, de la vache, ça me fatigue pas, tu sais. Et très vite, donc, la commune s'est dissociée, puis au bout d'un an, je me suis retrouvé seul sur la ferme avec une nouvelle compagne, tu sais. Ensuite, le monsieur qui nous avait vendu, monsieur Isidore Lévesque, que tout le monde connaît dans la région, son surnom était Sautreau Lévesque, qui était un homme de chevaux, là, un homme qui coursait, vraiment un des grands types d'hommes indépendants, libres, qui ne se laissent imposer rien par personne. Ça ressemble un peu à vous, je sais pas pourquoi. Oui, j'ai bien tombé en atterrissant à Saint-Germain d'abord, qui est un village de rebelles, qui a été créé par des rebelles, puis etc. En plus, le monsieur qui m'a vendu la ferme était une espèce de grand rebelle aussi, de grand autonome. Et j'ai toujours eu un bon contact avec lui jusqu'à sa mort. Je me suis d'ailleurs occupé de lui dans les derniers jours avant qu'il meure. Et il a été un peu un père pour moi, puis j'ai été un peu un fils pour lui parce que le fils, lui, qui devait prendre sa ferme, était mort dans un accident sur la ferme. Alors, et lui, il nous a dit, en arrivant, il dit, cette ferme-là, il dit, ça fait 50 ans que je suis ici, j'ai fait vivre une famille de 15 enfants, et il dit, il n'y a jamais eu une seule poignée d'engrais chimiques. Bon, ben j'ai dit, OK, comme ça, on n'en mettra pas nous autres non plus. T'sais. Mais dans le fond, je ne connaissais rien à l'agriculture biologique à l'époque, et donc il a fallu... apprendre. Parole donnée, il a fallu s'y mettre puis apprendre. Oui. Et donc, développer une ferme qui soit biologique, qui n'utilise pas de produits chimiques, pas de pesticides, puis qui respecte le plus possible les exigences de la nature, des plantes, des sols, des animaux, parce que moi, j'ai reproduit un peu le modèle de ferme sur lequel j'avais vécu quand j'étais jeune. Toutes les cultures, tous les types d'animaux, pour avoir à peu près tous les biens dont on avait besoin pour se nourrir, s'habiller. Alors, pendant 20 ans, j'ai été agriculteur à plein temps. Mais pas seulement pour vos besoins primaires, là. C'était aussi pour gagner votre vie, là. J'en vivais. Oui. J'avais gagné ma vie, mais pour dire que pendant les premières années surtout, tu sais, l'argent liquide qui nous restait pour fonctionner, c'était 3 000 à 4 000 par année. C'était pas la... Fallait bien gérer le portefeuille. Oh, c'est-à-dire que c'est une autre logique complètement économique, une ferme d'autosuffisance. C'est pas faire le plus d'argent possible, c'est dépenser le moins possible. Oui. Donc, c'est tout ce que tu peux faire par toi-même, faire chez toi,
tu améliores ton sort parce que tu n'auras pas à dépenser. Parce que l'argent, on n'en fait pas. On n'en fait pas beaucoup avec une petite ferme diversifiée. Biologique. OK, tu peux bien vendre quelques animaux, mais bon, c'est pas énorme. On vendait à la ferme, surtout, nous autres, des viandes, on faisait les fromages. À l'époque, les réglementations étaient plus larges. Puis Vous faisiez votre propre fromage? on faisait sirop d'érable, on faisait le pain, la culture du blé, du seigle, puis j'avais mon moulin à farine, donc on vendait du pain, on vendait du beurre, on vendait Et les gens se déplaçaient à votre ferme pour acheter tout ça? Oui, ils venaient acheter chez nous. Et ça a duré 20 ans? Ouais. Mais disons, aujourd'hui, ceux qui font ça, les jeunes qui font des productions biologiques, maraîchères ou autres, la mise en marché s'est développée aujourd'hui. C'est beaucoup plus organisé, c'est beaucoup plus cohérent, rigoureux aussi. Nous autres, on improvisait, tu sais, on apprenait, puis on était au tout début de ce mouvement-là, tu sais. Donc, en même temps, on découvrait l'écologie. Tu sais, ici, il y avait des gros débats sur la forêt. Il y a eu les arrosages contre la tordeuse d'épinette. Ça a été le début des mouvements écologiques ici dans la région, dans lesquels moi, je me suis impliqué. Parce qu'au début, on arrosait avec un pesticide très puissant, qui était celui même qu'on utilisait au Vietnam. Tu sais. On a découvert à un moment donné que dans le quartier de Rivière-du-Loup, qui était près de l'aéroport, les enfants commençaient à développer une maladie des reins mortelle à cause de ce produit-là. Tu sais. Alors, il y a eu des gros débats, il y a eu des audiences du BAP, et finalement, on a obtenu qu'ils changent le pesticide. Aujourd'hui, ils utilisent un pesticide biologique. Et puis, on a obtenu aussi qu'ils cessent d'utiliser les arrosages de pesticides sur les plantations pour éliminer la végétation compétitive, de sorte que depuis 2002, tout le sarclage des plantations d'épinettes se fait manuellement avec des débroussailleurs. Mais là, je vois que pendant tous ces 20 ans-là, vous n'avez pas été juste à votre ferme à regarder vos légumes pousser, là, puis vos bêtes se promener dans le pré. Là. Vous avez été à toutes sortes de combats. Ne manquez surtout pas la deuxième partie de mon entretien avec Roméo Bouchard la semaine prochaine. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska.